Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, une histoire qui a non seulement bouleversé la France, mais aussi laissé une question troublante. Que se passe-t-il quand un enfant sage explose en silence? Un matin d'automne, ordinaire. La petite ville de Cuers se réveille doucement. Des promeneurs dans les rues, les élèves se préparent pour l'école, les cafés ouvrent lentement leurs portes. Et puis soudain, des coups de feu retentissent. Un adolescent de 16 ans marche calmement dans les rues. Sans crier, sans paniquer, sans hésiter. Il tient une carabine militaire chargée à bloc et tire sur quiconque croise son regard. En quelques minutes à peine, 12 personnes sont tuées, 4 autres blessées. Avant que la police n'arrive, il retourne l'arme contre lui et se tire une balle dans la tête. Quand les journaux révèlent l'identité du tueur, personne n'y croit. Éric Borel, un lycéen calme, bon élève, sans casier judiciaire, sans antécédents, discret mais poli. Personne ne comprend. Personne ne voit ce qui aurait pu le pousser à commettre l'impensable. Mais ce n'est que le début. Car ce que les enquêteurs découvrent ensuite glace le sang. La veille du massacre, Éric avait déjà tué toute sa propre famille. Qu'est-ce qui a pu transformer ce garçon silencieux, effacé, presque invisible, en l'un des pires tueurs de masse que la France ait jamais connu? Ce n'est pas seulement une histoire de crime. C'est un avertissement pour nous tous que la violence ne crie pas toujours. Parfois, elle chuchote. Et que le silence peut tuer. Partie 1. Le choc du dimanche matin à Cuers. Cuers, petite ville paisible du Var, dans le sud de la France. Le dimanche matin du 24 septembre 1995 s'annonce comme n'importe quel autre. Le soleil est doux, l'air frais. Les habitants promènent leurs chiens, les enfants font du vélo, des retraités sirotent un café en terrasse. 7h15. Un coup de feu retentit. Puis un autre. Et encore d'autres, en rafale. Un cycliste s'effondre. Un vieil homme, sur le pas d'une boulangerie, est abattu dans le dos. Une femme hurle. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un appelle la police. Au milieu de la rue, un adolescent apparaît, mince, vêtu d'une veste militaire usée, tenant une carabine entre ses mains. Il ne dit rien, avance lentement et tire sur quiconque croise son regard. Pas de cris, pas de panique. Juste un silence glaçant, interrompu par les détonations. Un témoin rescapé racontera plus tard. J'étais caché derrière un mur. Je l'ai vu passer, comme s'il se promenait dans un parc. Son visage ne montrait aucune émotion. Pas un sourire. Pas une larme. Juste du vide. C'était terrifiant. En moins de 10 minutes, 12 personnes sont tuées. 4 autres sont grièvement blessées. La police arrive sur les lieux, mais il est trop tard. Avant qu'il ne puisse l'approcher, le garçon pointe son arme vers sa tempe et tire une dernière fois. Mort sur le coup. Le sang s'étale sur le trottoir. La carabine glisse hors de sa main. Les papiers d'identité confirment son nom. Éric Borel, 16 ans, lycéen en classe de première au lycée technique de Toulon. Personne ne comprend. Personne ne veut y croire. Un élève calme, studieux, sans antécédents, jamais violent, aurait commis ce carnage? Un policier chuchote, incrédule. Il doit y avoir une erreur. Un gamin comme ça peut pas être lui. Mais les balles ne manquent pas. 12 morts. Pas de complices. Pas de groupe extrémiste. Juste lui, seul. Alors que les enquêteurs sécurisent la scène de crime, une nouvelle encore plus effroyable arrive. 3 corps sont découverts dans la maison familiale d'Éric, à plus de 30 km de là.
Et c'est là que le véritable cauchemar commence. Partie 2, la maison du silence, là où tout a commencé. Dimanche matin, alors que la police s'efforce encore de sécuriser la scène du carnage à Cuers, un message radio venu de Toulon glace le sang des enquêteurs. Nous avons découvert 3 corps dans la maison familiale d'Éric Borel. La scène est extrêmement grave. La maison est située à Solier-Pont, à environ 35 km de Cuers. Les forces de l'ordre ont forcé l'entrée après que les voisins ont signalé n'avoir vu aucun mouvement depuis 2 jours. À l'intérieur, une odeur pestilentielle envahit l'air. La télévision reste allumée. Une lampe de chevet éclaire encore une pièce. Mais sinon, un silence de mort. Dans le salon, le corps du beau-père, Jacques Sastre, 65 ans, gît au sol. Il a été frappé violemment à plusieurs reprises avec la crosse d'une arme. Son visage est méconnaissable. À l'étage, dans une chambre, le corps de la mère, Joëlle Borel, 43 ans. Elle a été tuée d'une balle dans la tête alors qu'elle dormait. Elle est encore sous sa couverture. Dans une autre pièce, le demi-frère, Jean-Yves, 11 ans, également battu à mort. Des signes indiquent qu'il a tenté de se défendre. Les policiers sont stupéfaits. Aucune trace d'effraction. Aucune lutte apparente. Tout indique que le tueur vivait ici. Et ce tueur, c'est Éric. Selon les médecins légistes, les meurtres ont eu lieu dans la nuit du samedi 23 septembre. Le plus glaçant dans tout cela, c'est que Éric est resté une nuit entière dans la maison, avec les 3 cadavres. Il n'a fui que le lendemain matin, calmement, vers ce que l'on sait maintenant être le 2e acte de son massacre. Il était d'un calme effrayant. Murmure un enquêteur, le regard figé sur les photos de la scène. La question que tout le monde se pose. Pourquoi a-t-il tué sa propre famille? Personne ne comprend. Personne n'aurait pu imaginer qu'un adolescent studieux, discret, presque effacé, pouvait commettre une telle atrocité. Un voisin témoigne. Joëlle était très stricte avec lui. Elle criait souvent. Mais Éric ne répondait jamais. Il gardait tout pour lui. Il avait l'air sage, trop sage peut-être. Un camarade de classe raconte. Il était solitaire, très bon élève. Une fois, il m'a dit « Je déteste ce vieux. J'aimerais qu'il meure. » J'ai cru qu'il blaguait, comme tous les ados qui râlent. Dans la chambre d'Éric, la police trouve un petit carnet. À l'intérieur, des mots griffonnés. « Je n'en peux plus. Cette vie n'est pas faite pour moi. Je suis silencieux, mais ma tête explose chaque jour. » Un livre sur Hitler. Des coupures de presse sur des tueries de masse. Une feuille isolée avec 3 mots « détruire »,« tuer »,« fuir ». Tout a commencé ici. Pas avec des balles, mais avec la solitude, la colère refoulée, les humiliations silencieuses. Éric ne portait pas seulement une arme. Il portait des années de souffrance qu'il n'a jamais pu exprimer. Et un jour, ça a explosé. Partie 3, l'enfant invisible, une vie avant la tragédie. Pour comprendre comment un adolescent apparemment sage et discret comme Éric Borel a pu devenir l'un des pires tueurs de masse de l'histoire de France, il faut remonter en arrière là où tout a commencé silencieusement, bien avant le bruit des armes. Une enfance sans éclat de rire. Éric naît en 1978. Il ne connaîtra jamais son père biologique, qui abandonne la famille très tôt. Élevé seul par sa mère Joëlle Borel, Éric grandit dans un foyer froid, dur, sans affection. Plus tard, sa mère se met en couple avec Jacques Sastre, un ancien militaire à la retraite. Un homme sévère, autoritaire, que plusieurs témoins décrivent comme violent et méprisant envers le jeune garçon. « Je ne suis pas ton père, tu n'es rien ici. »
aurait dit Sastre, selon un voisin. À la maison, Éric vit en silence. Pas de câlin, pas de confidence, pas de tendresse, juste des ordres, des cris et un silence étouffant. Il était comme une ombre. Il passait inaperçu. Se souvient un ancien professeur. À l'école, bon élève, mais seul. Au collège Georges Sisson, Éric est un élève studieux. Il a de bonnes notes, ne fait jamais de vagues. Mais il reste à l'écart de tous. Il ne participait à rien, ne riait jamais. Il mangeait seul, rentrait seul. Raconte un camarade de classe. Certains élèves le surnomment le fantôme, l'intello bizarre. Éric ne répond pas. Il encaisse. Je les déteste tous. Mais je ferai rien, pas encore. Aurait-il dit un jour à son seul ami. Un monde intérieur sombre et dangereux. Rejeté chez lui, ignoré à l'école, Éric se réfugie dans un univers mental inquiétant. Il se passionne pour la guerre, l'armée, les armes et Hitler. Lors de la perquisition, la police retrouvera une photo d'Adolf Hitler accrochée derrière sa porte, des textes faisant l'éloge de la puissance autoritaire, une liste manuscrite des pires massacres du XXe siècle. Pour Éric, Hitler n'était pas un monstre, mais un exemple. Un homme humilié, rejeté, qui a fini par prendre le contrôle par la force. Un jour, ils retiendront mon nom. Note-t-il dans son journal. Des signaux d'alerte ignorés. Il brise ses livres en classe après avoir eu une mauvaise note. Il dessine des pendus dans ses cahiers. Il demande à aller vivre chez son père biologique qui refuse. Il dit un jour à un cousin, « Si je disparais un jour, t'en seras même pas étonné, hein? » Tout était déjà là. La rage muette. L'isolement. L'obsession. Mais personne n'a écouté. Personne n'a regardé de près. Éric était invisible. Et quand un être invisible souffre trop longtemps, il finit parfois par forcer le monde à le voir en versant le sang. Partie 4. Le plan sanglant, d'une nuit de meurtre au massacre en plein jour. Certains crimes éclatent sous le coup de la colère. Mais d'autres sont prémédités, préparés dans le silence, puis déclenchés comme une bombe à retardement. Ce qu'a fait Éric Borel n'était pas une crise incontrôlée. C'était un plan. Un verdict de mort qu'il avait rédigé lui-même. Le 23 septembre 1995. Dans la petite ville de Solier-Pont, la soirée s'écoule paisiblement. Éric dîne avec sa famille comme d'habitude. Sa mère, Joëlle, cuisine dans la cuisine. Le beau-père, Jacques Sastre, regarde la télévision. Son demi-frère Jean-Yves fait ses devoirs dans sa chambre. Personne ne se doute que c'est leur dernier repas ensemble. Vers 22h30, Éric se lève, prend une douche, puis se change. Dans sa tête, le compte à rebours a commencé. Éric sort discrètement une masse en métal qu'il avait cachée. Il entre dans la chambre de Jacques, son beau-père. Sans dire un mot, il l'assomme à plusieurs reprises. Le bruit est sourd, humide. Le crâne éclate. Le sang jaillit. Tu n'es pas mon père. Tu m'as détruit. Peut-être pense-t-il cela en silence. Il traîne ensuite le cadavre dans le jardin, le couvre d'une bâche comme pour enterrer symboliquement l'autorité oppressive qu'il a subie. Éric entre ensuite dans la chambre de son demi-frère Jean-Yves, 11 ans. L'enfant dort profondément. Éric prend sa carabine MAS-36, lève l'arme. Bang! Une balle dans la tête. Jean-Yves meurt instantanément, sans comprendre. Désolé. Mais tu ne dois pas vivre dans ce monde non plus.
Joël entend du bruit. Elle ouvre la porte, inquiète. Éric, qu'est-ce que tu fais? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Bang! Bang! 2 tirs. Sa mère s'effondre dans le couloir, son sang coule jusqu'au mur. La femme qui l'a élevée, nourrie, bercée, gît morte sous ses yeux. Éric essuie certaines taches de sang, se change, prépare un sac à dos avec quelques vêtements et rédige plusieurs notes. L'une d'elles dit « Je hais ce monde. Je hais ma vie. Personne ne comprend. Personne ne m'écoute. » Une autre « Ils m'ont brisé. Ils ont fait de moi ce monstre. » Il semble que Éric ait dormi dans cette maison, au milieu des cadavres, sans fuir. Ou peut-être qu'il attendait simplement l'aube. Demain, le monde saura enfin que j'existe. Le 24 septembre 1995, à l'aube, Éric met son sac sur le dos, prend sa carabine, un couteau et 27 balles. Il marche près de 10 km jusqu'à Cuers, en évitant les grandes routes. Sur le chemin, il croise Lucien, un vieil homme nourrissant ses poules. Bang! Lucien s'effondre. Éric ne ralentit même pas. Une voisine hurle. Non, mais ça va pas. Qu'est-ce que tu fais? Éric tourne calmement la tête et dit « Parce que je le peux. » Il continue. Il tire sur un père de famille au volant de sa voiture, un adolescent à vélo, une femme dans son jardin. Il tire sans crier, sans courir, sans trembler. En moins de 30 minutes, 8 personnes sont mortes, 4 autres blessées. La police arrive. Éric se réfugie dans la cour de l'école primaire de Cuers. Un officier crie dans un haut-parleur. « Jette ton arme. Tu es jeune, tu peux t'en sortir. » Éric les regarde, impassible. Puis, il tourne le dos et se tire une balle dans la tête. Fin. 16 ans. 11 morts. Un mystère sans réponse. Ce massacre n'était pas une explosion incontrôlée. C'était une mise en scène tragique. Un message écrit dans le sang. Fait par un adolescent qui ne voulait plus être invisible. Partie 5. Pourquoi? Analyse psychologique et responsabilité sociale. La plus grande question après le massacre d'Éric Borel n'est pas « qu'a-t-il fait ?», mais bien « pourquoi ?» Pourquoi un adolescent de 16 ans, sans casier judiciaire, sans drogue, sans antécédents de violence, a-t-il pu devenir un tueur de sang-froid, exterminant toute sa famille puis des inconnus dans la rue? C'est une question qui a figé la France dans le silence. Selon ses camarades et professeurs, Éric n'était pas un adolescent perturbateur. Il travaillait bien, était calme, discret. Rien ne semblait anormal. Un enseignant dira plus tard. Il était très poli, mais quelque chose en lui semblait toujours retenu. Un ami confie. Éric ne parlait jamais de lui. Mais ses yeux, c'était comme un appel à l'aide silencieux. Les psychologues diront plus tard qu'il souffrait peut-être d'une dépression sévère, invisible mais profonde. À l'extérieur, la famille d'Éric avait l'air ordinaire. Mais en réalité, le climat était glacial, tendu, oppressant. Sa mère, Joëlle, était ultra-religieuse, rigide, autoritaire et très critique. Le beau-père, Jacques, était froid, peu affectueux, parfois humiliant. Son père biologique était absent depuis des années. Éric disait parfois à ses amis: « À la maison, je suis une ombre. Si je parle, je me fais hurler dessus. » Pas de dialogue. Pas de soutien. Pas d'amour. Personne ne lui demandait « Tu vas bien ?» Éric ne s'est jamais rebellé. Mais il a tout gardé en lui. Dans ses lettres,
il écrit. Je les hais. Ils m'ont volé mon enfance. Je n'ai plus rien. Je veux juste que le monde se taise. Il ne s'agissait pas d'une folie soudaine, mais d'un appel au secours devenu hurlement sanglant. Une question qui glace le sang. Éric aurait-il pu être sauvé? Et si? L'école avait eu un psychologue à l'écoute? Un prof avait remarqué un changement de comportement? Un voisin avait juste pris le temps de poser une question sincère? Sa mère avait su le prendre dans ses bras au lieu de le corriger? Peut-être que le drame aurait pu être évité. Le cas Éric Borel a déclenché une prise de conscience brutale sur la santé mentale des adolescents en France. Des débats houleux ont éclaté. Combien de jeunes souffrent en silence? Combien de futurs Éric sont aujourd'hui ignorés? Sommes-nous trop occupés pour voir la souffrance de ceux qui vivent avec nous? La question la plus douloureuse de toutes. Qui a réellement tué? Éric, qui a appuyé sur la détente? La famille, qui l'a isolé jusqu'à l'étouffer? Ou la société, qui a laissé un adolescent s'enfoncer dans l'ombre sans jamais tendre la main? Partent ici les séquelles du massacre, ce que la France n'oubliera jamais. Quand les derniers coups de feu ont résonné ce dimanche matin à Cuers, on a cru que le cauchemar était terminé. Mais en réalité, ce n'était que le début des répercussions profondes et durables. Le lendemain du drame, les journaux affichaient en une. Un adolescent tue sa famille et 11 innocents. 16 ans, 14 morts. Pourquoi? Toute la France est sous le choc. Pas seulement à cause du nombre de victimes, mais parce que le tueur était un adolescent. Un lycéen. Le président de la République de l'époque a qualifié l'affaire de tragédie sociale inacceptable. Le petit village de Cuers ne s'est jamais vraiment remis. Le café de la place est resté fermé des mois. L'école d'Éric a fait appel à des psychologues. Une habitante confie. Chaque nuit, j'entends encore ces tirs. Dès qu'une porte claque, mon cœur s'arrête. Le silence est devenu pesant. Comme si tout le monde attendait que ça recommence. Après cette tragédie, la France est remise en question. Des mesures ont été discutées. Durcissement des lois sur les armes à feu. Renforcement du soutien psychologique dans les écoles. Sensibilisation à la maltraitance psychologique et au silence familial. L'affaire Borel est devenue un cas d'école, étudié dans les formations de psychologues, d'éducateurs, de policiers. À l'ère d'Internet, l'affaire a ressurgi sous une forme inquiétante. Des forums et blogs glorifient Éric comme une figure de rébellion, un symbole de haine anti-société. Le gouvernement français a dû intervenir pour faire fermer ces plateformes. Cela a mis en lumière un nouveau danger, les espaces numériques qui transforment la souffrance en rage destructrice. Le père biologique d'Éric est resté totalement silencieux. Les proches des victimes, eux, ont dû vivre avec l'incompréhensible. Pas de procès. Pas d'explication. Juste une balle dans la tête du tueur. Et tout s'arrête là. Mais le vide, lui, reste. Près de 30 ans se sont écoulés. Mais le nom d'Éric Borel reste gravé dans la mémoire collective. En 2023, un ami d'enfance confie dans un documentaire. Je rêve encore de lui. Pas en tueur, mais en gamin triste, silencieux. Une lycéenne a écrit dans un devoir. Éric Borel n'est pas un monstre. Il est le miroir d'une société qui n'écoute pas. C'est une histoire d'aujourd'hui. Car il y a, en ce moment même, des milliers de jeunes qui se sentent seuls, qui souffrent en silence, qui n'ont jamais entendu. Tu vas bien? Je suis là pour toi. Qu'est-ce qui est le plus effrayant? Un adolescent qui tue? Ou une société qui ne voit pas sa douleur? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.
Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire. Pensez-vous qu'Éric Borel aurait pu être sauvé? Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits vrais, mais glaçants. À très bientôt pour une nouvelle enquête.